Christophe, cela fait un moment que nous travaillons ensemble dans le but d'adresser justement vos besoins business, vos besoins liés à l'expérience client. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Oui, merci Félix. Peut-être une remise un peu dans le contexte, parce que c'est vrai que Europcar est peut-être un groupe quand même à représenter. Donc Europcar Mobility Group, c'est un groupe de mobilité international, mais d'origine française, qui a 70 ans actuellement, dont le métier, il est multiple. C'est un métier de mise à disposition de véhicules, ça c'est clair, sur de la très courte durée, de la moyenne durée, sur un marché que certains d'entre vous connaissent certainement, et dont la présence est assurée au niveau international dans à peu près 150 pays. On a la particularité d'être fortement franchisé, c'est-à-dire que notre présence internationale est avant tout assurée par des entrepreneurs locaux, et on est présent dans ce qu'on appelle des pays corporate, une quinzaine environ, essentiellement sur l'Europe, l'Australie, Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Donc voilà un peu pour vous situer notre empreinte internationale. On fait à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, donc une entreprise d'une certaine taille, mais qui, je pense que c'est important pour la notion de transformation, a cru ces dernières années, notamment en termes de croissance externe. Donc un contexte un peu spécifique à noter. Voilà. Donc on opère sur un marché qui, depuis quelques années, est de plus en plus en transformation, de par l'arrivée de concurrents, de nouveaux concurrents, de nouveaux usages, et bien évidemment également par la présence depuis de nombreuses années de concurrents que vous devez connaître et que je ne vais pas nommer ici. Également de nouveaux usages en termes de mobilité, flexibilité des usages pour les clients, qui nous amènent, et c'est là j'en viens à votre question Félix, à repenser depuis quelques années la façon dont on opère notre métier, et au-delà de la façon dont on opère notre métier, qui nous sommes et ce que nous devons transformer dans notre entreprise, en commençant par la façon d'accueillir les clients dans un point de vue très général du terme, mais également notre ADN d'entreprise. Donc la transformation, elle doit se faire, elle est impérative. Comme je le disais, on est un groupe de 70 ans d'ancienneté, et donc avec une culture qui est ancrée, et ancrée dans, je dirais, encore le XXe siècle. Donc une vraie nécessité d'accélérer tout ça. Donc maintenant qu'on a posé le cadre, effectivement, il y a quelques années, 2014-2015, on fait le constat d'une certaine obsolescence de notre modèle, notamment due à une culture très orientée produit. Vous avez compris que notre métier, c'est de mettre à disposition des véhicules sur des biens d'une valeur assez significative à des clients. Et donc forcément, on associe, d'ailleurs souvent les fournisseurs aussi de services nous s'associent au monde automobile, ce qui montre bien, alors qu'on est en entreprise de service en fait, le véhicule n'est qu'un moyen, ce qui montre bien que dans l'ADN de l'entreprise, il y a une nécessité de se transformer pour aller d'une culture produit vers une culture client. La première transformation s'est opérée assez, j'imagine que vous l'avez peut-être vécu également dans vos structures, sur les sujets de mesure, de la satisfaction client, et assez rapidement sur un constat qui était une nécessité de se transformer sur l'expérience client. Vous l'avez compris, on fait vivre à nos clients une expérience qui est assez digitale, puisque c'est vrai qu'il y a toute une partie de l'activité qui se passe sur le web, sur les apps, mais aussi en station de location automobile, et sur des usages qui finalement n'ont pas évolué beaucoup depuis 10 à 20 ans. Donc une nécessité de se transformer, et également de se transformer dans les aspects de relations clients, avec un souhait, et c'est le but de notre collaboration notamment, depuis 2018, d'offrir à nos pays corporate un nouvel écosystème de fonctionnement qui soit organisationnel, opérationnel, technologique, globalement, et qui leur permette de franchir une réelle étape dans leur expérience client au niveau local. Merci Christophe. Donc, si je comprends bien, la genèse de votre projet est liée à des enjeux stratégiques, en l'occurrence plus on va dire, pour un groupe polymorphe international tel que le vôtre. C'est des enjeux liés justement à ce modèle tel qu'a expliqué Christophe, de passage un modèle orienté produit-véhicule à un modèle plutôt orienté service, la digitalisation de la réservation et du service de façon générale, et pour terminer justement cette agilité, cette adaptabilité et cette souplesse que vous recherchez. Néanmoins, au regard au-delà, on va dire, de tout cet enjeu stratégique,
Quels sont vraiment les réels, les défis principaux dont vous avez, qui ont vraiment généré, qui ont conduit à ce projet de transformation de la relation client, Christophe? La relation client, comme je le disais, chez nous est opérée principalement à 2 niveaux. D'un point de vue physique, déjà, les stations de location, qui sont vos interlocuteurs d'un point de vue physique, mais aussi parfois à distance, avec des relations téléphoniques. Et puis nos centres de relations clients à distance. Il y a effectivement en 2019, un des axes de transformation était la modification totale de notre modèle, passant d'un modèle interne à un modèle externe, c'est-à-dire qu'on a 95% de nos opérations aujourd'hui sont confiées à des partenaires au niveau international. Et donc ce changement, il a dû s'opérer aussi à ce niveau-là, en termes de façon d'opérer notre métier. Bien évidemment, quand vous avez des défis de cette ampleur à relever, il y a un sujet qui vient très rapidement à l'esprit, c'est justement l'aspect technologique pour accélérer cette transformation. Donc le passage d'un modèle in-sourcing ou interne à un modèle outsourcing nous a révélé en fait une défaillance, enfin un sujet en tout cas qui nous faisait défaut et qui a été accentué par le contexte ensuite du Covid. C'est la nécessité d'avoir de se doter d'outils, en tout cas au niveau communication client, d'un niveau supérieur à celui qu'on avait précédemment, et surtout, et c'est le maître mot, je pense, de notre transformation, harmoniser. Aujourd'hui, encore une fois, on est présent dans 15 pays corpos, chacun avait ses systèmes, ses modalités de fonctionnement, ses équipes, ses outils, et accélérer dans ce contexte-là, c'est strictement impossible. Donc c'est aussi au niveau de la relation client, cette justification, en tout cas cette explication, qui a fait qu'on a transformé rapidement l'aspect innovation. D'accord. Et face à ces défis de parcours hétérogènes, ces défis de clients segmentés par interlocuteur, en l'occurrence, ou alors ces défis de gestion de la saisonnabilité, Nice et Ring Central, on pensait qu'il serait bien de proposer justement une solution qui ici est une plateforme cloud public unique dans son genre, et derrière qui permettrait d'être déployé sur le plan mondial. La question principale, parce qu'en termes de solutions, il y en a sur le marché, en termes d'approche, il y en a sur le marché, mais la question principale, c'est en quoi est-ce que cette solution, pour le cas de vos cas d'usage, permettrait justement, matcher justement à vos besoins, Aurélien? Alors, je vais peut-être revenir rapidement sur la dimension internationale. Nous, ce qu'on cherche et ce qu'on essaie de mettre en place, et ce qu'on a mis en place avec vous sur toute cette année, c'est de faire en sorte que nos clients, qui sont beaucoup de clients transnationaux, c'est-à-dire on a des clients qui effectivement vont arriver dans nos agences en aéroport, viennent de l'étranger, vont utiliser le véhicule dans un pays qui leur est pas familier. Bon, en fait, ce qu'on cherche, c'est tout simplement qu'ils appellent le service client de leur pays d'origine ou qu'ils appellent le service client du pays dans lequel ils ont loué, qu'ils puissent avoir une expérience qui est très proche, très identique, à l'instar de ce que font maintenant nos concurrents. Par exemple, nous, l'un de nos concurrents sur la réservation ou un de nos partenaires, ça dépend comment on le voit, ça par exemple Booking ou Kayak, eux vont traiter vraiment cette relation client de façon mondialisée. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est véritablement ça, c'est que, le client puisse avoir des parcours homogènes. Le deuxième point, c'est que les conseillers clientèle eux-mêmes, qui travaillent dans des centres qui sont des centres multilingues, puissent avoir le même niveau de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on part comme d'une situation où le conseiller clientèle qui travaillait pour l'Italie, qui avait éventuellement son collègue qui travaillait pour le Portugal à côté, n'avait pas accès aux mêmes fonctionnalités. Et puis tout simplement aussi, en termes d'évaluation de la performance, on souhaite avoir des KPI, du monitoring qui se fait de façon uniforme avec les mêmes objectifs, ou en tout cas minimum les mêmes instruments de mesure pays par pays. Et ce que nous permet, ce que nous proposait Nice et Ring Central là-dessus, c'est d'abord un support technique et une infrastructure technique qui est mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est parti d'une situation où c'était plutôt des DSI techniques qui géraient chacune dans leur pays une infrastructure. On a repris ça au niveau mondial et on ne gère ça qu'avec des interlocuteurs métiers. C'est-à-dire que moi, mon équipe, c'est une petite équipe de 3 personnes qui travaillent sur tous les applicatifs et pas uniquement la téléphonie. Ce qu'on souhaitait, c'était pas devoir trop mettre les mains dans le cambouis en termes d'infrastructure. Et donc là, ce que nous permet entre Ring Central, c'est d'avoir des points d'entrée, des points de sortie dans la totalité des pays qu'on dessert maintenant avec la solution. Et donc, c'est les 9 pays qu'on a mis en place en un an. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'on souhaitait, c'est avoir une solution évidemment cloud homogène et assez simple
en termes d'adoption, pour faire en sorte de pouvoir également, au-delà de la centralisation, continuer à partager l'ownership avec des équipes métiers qui sont en local, et donc quelque chose de gérable au niveau international pour la totalité des pays en termes de customisation, tout en restant dans le cadre prédéfini par l'équipe centrale. Donc c'est ce que nous permet aujourd'hui la solution sur les 9 pays qu'on déploie. Excellent. Et quid sur les aspects opérationnels et économiques? Alors, sur les aspects économiques, on n'a pas un objectif, nous, sur ce projet, de dire qu'on diminue drastiquement les coûts globaux. Nous, notre objectif, c'est d'abord d'améliorer la qualité du service qu'on délivre aux clients, d'améliorer l'ergonomie pour les équipes. Donc, d'un côté, puisqu'on décommissionne et qu'on supprime quasiment une solution par pays, et quand je parle de pays, derrière, il y a une dimension marque, c'est-à-dire que pour un même pays, comme on a aujourd'hui 3 marques principales et 2 marques annexes, on avait en général 3 solutions qui pouvaient être différentes. Donc en décommissionnant ces solutions, on fait déjà une grosse économie. Deuxième point, et c'est là aussi sur l'aspect international et Figital d'ailleurs, on s'intègre grâce à Ring Central avec tout notre réseau d'agences qui est sur le même système de distribution d'appels pour les appels qui partent directement en agence. Et ça nous fait faire une grosse économie d'interconnexion en termes de communication. Et tout ça mis ensemble, finalement, nous permet d'être à budget zéro, c'est-à-dire qu'on fait une économie qui est pas forcément très très significative, mais en tout cas, grâce à l'économie qu'on fait sur les réseaux, qu'on fait sur la centralisation, ça nous permet en fait d'augmenter le scope en termes de qualité, de fonctionnalité et d'expérience client. D'accord. Merci Aurélien. Donc, de par ce que vous venez de partager, si je puis me permettre, la solution en elle-même, donc cette plateforme cloud, vous a permis effectivement d'adresser un certain nombre de besoins orientés sur plusieurs dimensions. Il y a cette dimension internationale, en l'occurrence la possibilité de couvrir, d'avoir, on va dire, une orientation, un pilotage, un processus centralisé, tout en aurant des spécificités par pays. C'est la première dimension. Après, survenue cette partie parcours omnicanal, au lieu d'un parcours multicanal, siloté, en fonction des pays, en fonction des outsourceurs et en fonction des filiales. Par la suite, vous avez énuméré également justement cette solution qui est simple, agile et simple dans le sens la console est assez simple. Elle est agile parce qu'elle est flexible, elle est personnalisable et elle permet aussi d'une certaine façon de pouvoir être déployée très rapidement. C'est une expérience que vous avez vécue. Et d'autre part, la dimension financière que vous avez énumérée d'une certaine façon, on va dire. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que nous tous, on comprend en fait les besoins que vous avez pu adresser de par la solution, mais il y a quelque chose, je pense, qui serait plus parlant pour moi et aussi pour le public ici présent cet après-midi, c'est de savoir en termes de résultats, qu'est-ce qu'il en a eu. Quels sont les KPI que vous en ressortez? Alors, les résultats, quand on parle d'agilité, par exemple, et de délai de déploiement, en un an, et donc là on s'achemine vers la fin de la première vague projet, on aura donc déployé 9 pays pour les 3 principales marques, qui sont Europcar, Goldcar et Ubico. Donc finalement des délais de déploiement qui sont courts, compte tenu de la complexité de laquelle on partait, du caractère international, et du fait qu'en face de ça, on gère un certain nombre également d'équipes qui sont dispatchées sur, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, 7 sites différents. Donc ça nous a permis aussi c'est une solution qui nous a permis d'aller vite. Et donc ça, c'est le premier résultat, c'est le premier KPI. Aujourd'hui, quand on refait un planning pour un nouveau pays, puisque là on a de nouveaux pays qui adhèrent pour l'année prochaine au projet, on est en capacité de faire un planning sur 6 semaines, c'est-à-dire à partir du moment où on donne le go avec le directeur service client national, en fait on sait qu'au bout de 6 semaines, 6 à 7 semaines, la solution sera déployée avec la configuration qui lui est spécifique en termes de SVI, en termes d'organisation d'équipe, etc. Donc ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, quand on parle d'amélioration qualitative, on entend des choses qui, je pense,
ici pour l'Assemblée sont assez classiques, mais qui sont notamment, par exemple, la mise en place d'un module de quality monitoring, ce qui était auparavant pas présent dans tous les pays. Quelques pays étaient équipés, finalement assez peu, et tous les pays de moindre envergure, donc pour nous, ce sont des pays comme par exemple le Portugal ou l'Italie, sur lesquels on est un peu moins implanté, disposaient pas de ce type de module. Bon, c'est un module qu'on a mis en place en 3 mois. Aujourd'hui, on est à peu près, je crois que le dernier pointage, on était à 12 000 évaluations qualité. Donc ça nous permet quand même de franchir un seuil, d'autant plus que ces évaluations qualité, elles sont faites de façon homogène avec des standards qui sont des standards groupes, et que ça nous permet effectivement d'évaluer de façon plus pertinente qu'auparavant l'atteinte des standards groupes et cette fameuse homogénéisation de la qualité. Dernier point, en termes de KPI, et là c'est véritablement ce qu'on cherchait, on sait qu'on a une organisation comme toujours, et c'est pour ça qu'on parlait de multicanal, qui peut être complexe, parce que d'un côté, on a des clients qui vont appeler des agences, les appels vont rebondir vers le service client. On a une organisation qui est scindée entre avant la location, donc des services de réservation, de l'assistance durant la location, et puis après du traitement de SAV. Et en fait, on cherchait aussi à avoir des SVI un peu plus lean et mieux conçus. Et par exemple, sur le UK, le projet nous a permis d'économiser quasiment 10% de nos appels. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a quitté la solution, l'ancienne solution du UK, qu'on a mis en place la nouvelle solution, et le premier ratio qu'on a sorti, qui est la visibilité sur les transferts et la mesure de ces transferts, on avait gagné 10% du volume d'appels, qui était 10% de volume d'appels évidemment inutile de volume de transfert. D'accord. Et je ne sais pas, Christophe, est-ce que vous pouvez en rajouter, en l'occurrence, sur l'harmonisation des pratiques, parce que en tout début de conversation, vous avez émis le fait que l'un des défis majeurs, c'était qu'il y avait un pilotage qui est fait par la DSI sur le plan national. Là, au regard des résultats obtenus, justement, pour adresser ce défi-là, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors c'est intéressant comme sujet parce que, effectivement, comme l'a adressé Aurélien, les solutions étaient des solutions locales, en général gérées par l'IT, donc avec un intérêt fonctionnel, ou en tout cas des connaissances fonctionnelles qui n'étaient pas forcément là, et donc un niveau de support aux fonctions relations clients locales qui n'était pas forcément satisfaisant. L'intérêt pour nous, c'est d'utiliser ce type de solution comme un moyen et pas une finalité pour, comme on l'a dit, améliorer, transformer la partie expérience client. Donc uniformiser et améliorer les relations avec les stations, ça c'est un premier sujet. D'un autre côté, on a un enjeu fort, alors qui va peut-être parler à certains d'entre vous, qui est que donc on travaille sur la partie centrale, auprès d'une holding, et notre objectif, il est certes d'orchestrer l'activité des pays, mais aussi de leur rendre un service. Donc l'idée avec des projets comme celui-là, et surtout quand ils sont réussis, c'est d'accroître notre crédibilité et de faciliter les transformations ultérieures en leur proposant des solutions qui, dès le départ, opèrent, leur apportent une valeur ajoutée, et derrière permettre d'enclencher sur d'autres projets en rassurant sur la capacité du groupe à fournir des solutions adaptées à leurs besoins. Donc vraiment, pour nous, ce genre de projets, ce sont des accélérateurs qui, en plus, ont un autre bénéfice, c'est qu'ils sont, comme ils sont rapidement mis en œuvre, sont visibles en interne dans l'organisation et permettent de continuer à animer cette activité client au cœur de notre stratégie. D'accord, merci. Il y a un autre point important dont vous m'avez chuchoté à l'oreille, Aurélien, dont je pense que ça peut être intéressant pour le public, c'est le fait justement dans cette facilité de déploiement, la façon dont vous travaillez n'est pas du tout anodine, c'est que vous avez intégré en fait les différentes filiales, les différents services métiers dans le déploiement. En fait, vous n'avez pas tout centralisé, vous les avez vraiment intégrés avec un échange direct avec les équipes Nice Ring Central, justement, qui a facilité justement la fluidité de ce déploiement. Est-ce que vous pouvez rajouter 2 mots là-dessus? Alors, effectivement, pour être tout à fait honnête, ce n'était pas forcément trop le cas au départ. C'est-à-dire qu'au départ, comme souvent, avec une envie de bien faire, d'ailleurs, on était plutôt parti sur une idée de PMO très centralisé, comme toujours, de planning macro, micro, et puis sur le fait de dire, finalement,
Comme ce sont plutôt les DSI techniques qui gèrent les outils aujourd'hui, les équipes métiers n'ont pas forcément de connaissances, donc on était plutôt parti sur le fait de dire, voilà, en bonne équipe de la holding, allez, prenons ça en charge, délivrons, et puis après, de toute façon, une fois qu'on aura délivré quelque chose d'assez standard, les utilisateurs s'y mettront. Ça, évidemment, assez rapidement, au bout de 2-3 mois, on s'est quand même rendu compte que bah, ça pouvait aussi mettre un peu de méfiance ou d'inquiétude dans les directions métiers au niveau national, même si, encore une fois, elles n'étaient pas sur l'ancien modèle et sur l'ancien système forcément très utilisatrices des solutions. Et en fait, on s'est aperçu, au fur et à mesure du déploiement du projet, que en laissant les équipes discuter directement avec les personnes qui déployaient, donc notamment l'équipe de Ring Central, leur laisser poser toutes les questions, les intégrer très fortement aux phases de recettes, hein, pour qu'elles puissent être utilisatrices de la solution, y compris par exemple sur des aspects bandeau agent ou sur des choses parfois très très simples. À la fois, ça mettait beaucoup de confiance en la capacité des équipes de déploiement, puisqu'elles les voyaient à l'œuvre et elles comprenaient beaucoup mieux la solution, sur le fait que ça allait bien se passer. Et surtout, comme le disait Christophe, ça remettait les équipes dans une perspective qui était de dire, ok, c'est une solution qui a été choisie au niveau central, c'est une solution pour laquelle l'objectif c'est d'homogénéiser. Donc la première approche, c'était plutôt de dire, tiens, moi je vais y perdre en termes de fonctionnalité. La petite micro-fonctionnalité que j'avais demandé à ma DSI, elle va disparaître dans le projet, etc. Et le fait de travailler directement avec les équipes et de mettre un peu à l'écart tout cet aspect PMO un peu rigide, au contraire, leur a permis de demander des choses à la fois plus pertinentes, nous faire avancer sur la valeur ajoutée de la solution. Merci. Alors, merci. Juste pour récapituler, Christophe et Aurélien nous ont parlé de la genèse de ce projet qui est lié justement aux enjeux stratégiques. Je pense que c'est le cas pour la majorité des sociétés ici présentes. Après, en fait, les défis particuliers et concrets qui ont justement permis de mettre en place ce projet de transformation de la relation client, de l'approche Nice Ring Central, de l'approche conseil. Conseil, pourquoi je mets bien un point d'attention, c'est parce que le client, on a besoin d'un client qui est ouvert aux propositions, qui est ouvert aux nouvelles façons de faire, en l'occurrence justement dans ce monde cloudisé, de savoir qu'on peut adresser les mêmes besoins qu'on adresse aujourd'hui, peut-être en faisant légèrement différent, en adaptant sa façon de faire, je dirais. Voilà. Cela a permis justement qu'on ait ce partenariat qui fonctionne plutôt bien. D'ailleurs, on peut le constater, ils sont là cet après-midi. Moi, personnellement, je puis vous avouer, j'ai hâte de continuer à vous accompagner sur ces défis, pas qu'en tant que speaker, pas chez NICE, mais même sur le plan humain, de vous aider justement dans vos défis futurs. Et j'aimerais savoir, justement, par rapport à cela, où est-ce que vous vous positionnez sur les futurs projets? Je réponds. Écoutez, donc comme je vous l'ai dit, on est quand même dans une logique qui est une logique avec un objectif clair, et donc les outils sont avant tout des moyens et pas des finalités. Le sujet, et je parle en toute transparence et très à l'aise, qu'on a depuis déjà plusieurs années à traiter aujourd'hui, c'est la qualité tout simplement de la relation client. Donc c'est vrai que c'est quand même plus compliqué à traiter quand on a des systèmes obsolètes, non unifiés, etc. etc. Aujourd'hui, grâce à d'autres fournisseurs sur les solutions type CRM, on a un vrai écosystème complété depuis quelques mois par NICE qui nous permet d'adresser ce sujet, notamment avec le quality monitoring, qui est une vraie valeur ajoutée pour nos équipes, les outsourceurs et au final, finalement, les clients, qui nous permet, moi j'ai encore fait des écoutes hier, de comprendre ce qui se passe et de rester en ancrage fort, notamment quand on est dans un modèle outsourcé, en général loin du pays où on est réellement, et qui nous permet de travailler ensuite sur d'autres sujets. L'IA en est un, je ne vais pas trop en dévoiler, mais l'IA à la fois côté agent, c'est-à-dire permettre l'amélioration de la qualité grâce à différentes propositions, mais également bien sûr sur la partie FAQ, Help Center, des sujets que vous devez connaître, permettre une autonomie client accrue. C'est notre deuxième axe de transformation, vraiment l'autonomie client, pour faciliter un contact entre le client et la marque qui ne force pas forcément à passer par les centres de contact. Merci à vous deux, messieurs. Merci au public. Et sur ce, voilà, ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que le contenu a été satisfaisant. Voilà.
Ben évidemment, c'était parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci Christophe, merci Aurélien, merci Félix pour l'animation. Avant que vous ne partiez, peut-être une dernière question rapidement. Un conseil, peut-être, si vous deviez donner un conseil à vos homologues dans la salle, ceux qui voudraient se lancer éventuellement, qui veut répondre à ça? Le conseil que je reprendrai, hein, c'est véritablement celui-là. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé sur les solutions multicanales, sur des choses qui sont relativement simples, ou en tout cas sur lesquelles un premier niveau peut être vraiment pris en compte facilement par les utilisateurs. Voilà, donc c'est de ne pas hésiter à intégrer des personnes, même si au départ on les voit un peu loin du sujet, un peu loin du projet, et vraiment de leur laisser la main et de bien les intégrer sur le projet. Alors évidemment, ça paraît un peu tarte à la crème, même si sur des projets de cette envergure-là, en termes de dimension internationale, dès le départ, on se dit tiens, on va arriver avec l'Armada, qui est l'Armada de consultants, enfin bref, tout ce que vous connaissez, hein, toute la rigueur du PMO que peut faire un grand groupe. C'est lâchons un peu les chevaux, faisons confiance, d'autant plus que dans le milieu du centre d'appel et du call center, on commence aussi maintenant à avoir des gens qui ont une belle expérience, qui connaissent bien leurs outils et qui, venant du terrain, sont aussi capables de monter facilement sur les sujets plus techno. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. On peut les applaudir. Hein.